Bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette table ronde sur la stratégie de la gestion du risque cyber. Donc aujourd'hui nous avons 4 invités qui vont pouvoir parler de ces sujets de la cybersécurité et je vais d'abord proposer qu'ils se présentent. Donc moi-même Éric Martin, je suis directeur d'une école ingénieur NCBS, donc qui est une école ingénieur qui forme en particulier dans le domaine de la cyber, et également vice-président du pôle d'excellence cyber, qui est un pôle qui s'est constitué au niveau de la région Bretagne et qui traite de la cybersécurité souveraine sur notre territoire breton et national. Donc je laisse la parole à nos invités. Bonjour, Juliette Micheli, je suis la directrice générale de Venetis. Venetis est un groupement d'employeurs associatifs, c'est-à-dire une association de dirigeants d'entreprise qui mutualise des ressources. Donc pour vous donner un exemple très concret, un dirigeant de PME par exemple qui passe un seuil de croissance et qui a besoin d'un RH mais qui ne peut pas avoir un RH à temps plein, passe par les services. On n'entend pas? Il faut que vous mettiez le casque, je pense, c'est au casque. Il passe par exemple par les services de son groupement d'employeurs pour avoir 2 jours par semaine un RH et ce RH est recruté à temps plein et mutualisé dans d'autres entreprises pour faire son temps complet. Voilà pour le groupement d'employeurs. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Rituy, je suis directeur des systèmes d'information du groupe AGH et notamment de la société Alto, donc les meilleurs chiffres du monde bien sûr. Et donc on est là pour vous faire un REX sur la cyberdéfense. Bonjour, alors Benoît Brucker, responsable informatique d'Unicia, qui est la filiale d'Unipor Ouest. Unipor, là on retrouve l'agroalimentaire. Donc on travaille dans la filière porcine, en pesée, classement et marquage des carcasses de porc en abattoir. On est une société de services qui œuvront pour les abattoirs. Voilà. Bonjour, lieutenant Loharer de l'antenne de Rennes de C3N, qui est l'unité en charge de la lutte contre la cybercriminalité pour la gendarmerie nationale. Bien, donc le sujet de la cyber est un sujet qui ne pose pas la question est-ce que l'on va être attaqué, mais ça va être quand va-t-on être attaqué. Quelques chiffres peut-être pour commencer, pour rappeler qu'on estime au niveau mondial que la cyber induit 2 milliards d'euros de, je ne sais pas si on dit de pertes ou de chiffre d'affaires, ça dépend du point de vue des uns et des autres. C'est-à-dire 1,5 fois le chiffre d'affaires de la drogue, c'est quelque chose qui est d'une ampleur extraordinaire. 60% des attaques sont des ransomware, donc on va pouvoir en parler. Et pour ceux qui connaissent ces ransomware, c'est des choses qui s'installent entre 2 et 25 jours, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un clic qui va déclencher ce sujet du rançon logiciel. On a aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, les industries qui représentent 7%, je dirais, du PIB, sont 15% parmi celles qui sont attaquées au niveau cyber, avec une augmentation phénoménale depuis la période du Covid. Donc, un nombre d'attaques organisées. On pourra reparler ensuite de qui sont ces fameux attaquants. Et puis en fait, on estime aussi que parmi le coût, on peut parler de chiffre d'affaires, celui qui organise un malware en global va pouvoir récupérer de l'ordre de 2,6 millions d'euros pour un malware organisé. Et celui qui en est l'objet, à travers une rançon, paye en moyenne ou un coût moyen de 135 000 $ pour un rançonnage. Ces coûts sont des coûts qui sont à la fois apparents et cachés et donc qui vont amener sur la scène de la sécurité ces ensembles de questions que l'on souhaite traiter cet après-midi. Et je vais commencer, après cette courte présentation, à poser simplement 3 questions. Ce que l'on cherche aussi, c'est éventuellement que vous puissiez réagir par rapport à vos interrogations et questionnements. Et la première question qui s'adresse à tous, même si les voies et les cheminements sont peut-être différents, c'est comment vient-on à la cybersécurité? Comment prend-on ce sujet en main? Par quelle voie? Est-ce que c'est à la suite d'une attaque? Est-ce que c'est une sensibilité personnelle? C'est une stratégie d'entreprise? C'est une stratégie de l'organisation? Et donc j'ai commencé par Romain Rituy sur cette première question. Oui, alors moi, en termes de cyber, j'ai eu un intérêt en 2015-2016, parce que j'ai des anciens copains qui travaillent, enfin des copains qui travaillent chez Airbus, Cyberdéfense, qui un jour m'ont dit, tiens, t'as vu, ça commence à partir. Donc on a commencé à être sensibilisés. Et alors, en 2020, une des sociétés du groupe a été attaquée. Alors attaquée par un ransomware, c'est un ransomware assez délicat,
puisqu'en fait, ils avaient bloqué la messagerie. Donc, on a géré ça avec donc, mes copains de Airbus. On a réussi à contourner tout ça. Ça a duré 5 jours, donc relativement court. Par contre, très intense. Et cette fois-ci, en 5 jours, on a sensibilisé les 700 employés qui font partie de notre groupe familial, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en 5 secondes, on bloquait toutes les sociétés. Et je souhaite juste dire une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, la cyber, c'est 1600 attaques par seconde. Et il y a un autre postulat qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est qu'aujourd'hui, on est tous connectés les uns aux autres. Et je parle aussi bien des administrations, parce qu'il y a bientôt des nouvelles normes EDI qui arrivent, et d'IFACT, il va falloir qu'on soit connectés. Ce qui veut dire, et je le rappelle, que le battement de l'aile de l'un de nos partenaires, qui peut être une TPE, peut faire un grand tsunami dans un groupe industriel. Et il faut bien se rendre compte de ça. Et s'il y a juste un message à vous dire, c'est protégeons-nous les uns les autres. Voilà. Je vais me retourner maintenant vers Benoît Brucker, qui a aussi une expérience du côté de l'industrie agroalimentaire sur la cybersécurité. Alors, quel cheminement? Alors, pour mon cas personnel, donc avant d'être responsable informatique, je faisais vraiment du système et réseau. Et c'est beaucoup plus vieux, moi, parce que j'ai eu une attaque déni de service en 2002. On venait juste d'installer le site internet avec l'extranet et tout ce qui allait derrière. Et pendant 2 jours, tout était bloqué parce que la saturation des sessions et tout ce qu'il fallait. Donc, au tout début, en tant qu'administrateur système et réseau, je me suis beaucoup plus focalisé sur on va dire, la protection périmétrique, les problématiques réseau, système, ce genre de choses. Et depuis quelques années, notre société a pas mal évolué et nous faisons de plus en plus maintenant du développement en interne. Et on s'est aperçu qu'il y a aussi des problématiques liées aux applications que l'on développe, parce que comme tout le monde, on développe des applications de type web, donc ouvertes sur l'extérieur, et par conséquent des failles possibles, fonctionnelles ou autres. Et j'essaie un petit peu de pousser mes développeurs à s'améliorer en termes de sécurité. Voilà. Bien, donc en termes de témoignage, et sans doute un témoignage qui ne relève pas du monde de l'industrie, mais le lieutenant Loher a accepté d'être parmi nous aujourd'hui, et la gendarmerie nationale est également venue vers la cyber malveillance, la cybercriminalité. Quel était le cheminement de votre institution? Eh bien, la gendarmerie se trouve saisie de ce genre de problématiques dès lors que des gens, des entreprises, des collectivités en sont victimes. C'est souvent vers la gendarmerie et la police que les gens se tournent parce qu'ils sont, ils sont un peu démunis et se demandent que doivent-ils faire. Au-delà de la phase de remédiation pour lesquelles ils se tournent très souvent vers des prestataires, il y a toujours la phase de plainte, la question des assurances qui demandent un dépôt de plainte, et puis la question même de la responsabilité, où on se dit que c'est quand même important qu'il y ait des services d'enquête qui puissent se saisir de ce genre de faits pour pouvoir essayer de découvrir les auteurs et les mettre hors d'état de nuire. Le contentieux augmenté de façon régulière, donc la gendarmerie s'est dotée de moyens pour y faire face, de moyens d'enquête, des moyens de prévention également, et les effectifs dédiés à ce contentieux augmentant, il était aussi nécessaire d'augmenter le nombre de cadres. En ce qui me concerne, j'ai eu une opportunité de m'orienter vers cette filière comme jeune officier de gendarmerie. Et donc on m'a proposé de prendre la tête de l'antenne du C3N, et comme c'était une matière qui m'intéressait et j'ai vu ça comme un challenge, donc je me suis lancé dedans, et je suis très satisfait de pouvoir travailler à cette matière qui connaît des évolutions très rapides et permanentes. Alors, on le voit aussi, le sujet de la cyber, c'est un sujet économique, industriel, mais c'est aussi un sujet d'hommes et de femmes. Et donc, dernière question, pourquoi Venetis est venu vers la cyber? Merci Eric. Alors effectivement, nous on a un partenaire RH des entreprises, et nos dirigeants d'entreprise, ils sont au nombre de 325 aujourd'hui adhérents de notre association. Ils sont essentiellement PME, PMI,
et ETI de nos territoires. Et en fait, c'est plusieurs de nos dirigeants qui sont retournés vers nous en nous disant mais nous, on a une problématique au-delà des fonctions support traditionnelles que vous pouvez mutualiser. On a une problématique sur les fonctions informatiques et cyber. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que groupement d'employeurs? Nous, on n'avait jamais recruté sur ces fonctions-là. Donc, la première étape, ça a été de se dire on va mener un rapport d'enquête et on va conduire une enquête pour savoir quel type de compétences peuvent être mutualisables et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un projet qui mette autour de la table des partenaires extrêmement différents, c'est-à-dire à la fois des PME, PMI qui sont nos cœurs de cible adhérents, mais aussi les collectivités avec lesquelles on travaille un petit peu et avec lesquelles on souhaite justement déployer ce partenariat beaucoup plus large pour avoir des temps partagés qui puissent être mutualisés entre les collectivités locales, les PME, les PMI et les ETI de nos territoires dans cette logique d'écosystème. Donc c'est vraiment la brique gouvernance, RH, accompagnement des hommes et des femmes, mais aussi une histoire de force mutualisée au niveau départemental qui pourrait intervenir dans les entreprises. Alors, si on continue sur le sujet de la cyber, on a autour de cette table 2 spécialistes des systèmes d'information, DSI. Et souvent, on peut imaginer que le sujet de la cybersécurité n'est qu'un sujet technique où il suffit d'augmenter le nombre de caractères d'un mot de passe pour le rendre plus compliqué, donc ne pas arriver à le mémoriser ensuite, et l'affaire est close. Et puis quand on regarde un peu la documentation, notamment de l'ANSSI, la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur, qui va traiter de 3 dimensions complémentaires qui sont le management, l'organisation et la technique, et pas uniquement la technique en tant que telle. Et donc la forme de difficulté, c'est qu'on est à la rencontre de différentes fonctions au sein de l'entreprise. Et donc j'ai une même question pour vous 4, c'est-à-dire comment avez-vous pris les sujets d'organisation, de management, de technicité dans ce thème de la cyber? Je vais d'abord m'adresser à Bruno Brucker. Alors, au niveau de l'organisation, bon, j'étais un petit peu sensibilisé depuis longtemps au sujet, donc j'ai toujours insisté sur l'aspect sécurité dès qu'on a des nouveaux employés qui sont arrivés. On a par la suite, on va dire un petit peu plus récemment, dans la filière agroalimentaire, on a eu des retours et les oreilles qui écoutaient un petit peu partout, on nous signalait des ransomware qui circulaient. Ces mêmes sociétés sont membres du conseil d'administration de notre boutique et par conséquent, ils nous demandaient de mettre en œuvre ce qu'il faut pour assurer également la sécurité parce que nous traitons beaucoup de données et ce sont des données d'ordre commercial et il y a un besoin de confidentialité par rapport à ces données pour pas que ça parte. Donc dans cette optique-là, on est parti chercher un petit peu d'aide à l'extérieur. Donc au niveau de l'NCBS, pour le moment, on travaille avec un alternant qu'on a pris chez nous, qui va nous aider en termes d'organisation, surtout, d'analyse de risque. Et on s'adresse... Alors moi, je suis vraiment une petite boutique, donc on ne peut pas tout faire. Donc je m'adresse beaucoup à des sociétés extérieures pour m'aider dans ce sens-là. Je n'hésite pas à lancer des appels d'offres de type pen test, c'est très utile. Et j'insiste énormément, on va dire, sur la formation des utilisateurs au sens large, que ce soit les développeurs, donc c'est eux qui fabriquent les logiciels et donc il faut pas éviter au maximum les failles qui peuvent être introduites dans les logiciels, mais aussi, quelque part, tous les utilisateurs, car ils sont sur des postes de travail et par des actions indirectes, ils peuvent rapidement amener des ransomware ou ce genre de choses. Donc il y a un effort continuel et permanent d'éducation, on va dire, par rapport à ce sujet. Alors vous êtes dans une petite structure, et donc la question de l'organisation et du management sont des points essentiels. Et sur un groupe de plus grande taille, finalement, est-ce que c'est aussi facile ou c'est plus compliqué ? Alors nous, en termes d'organisation, alors déjà, on va commencer en disant que science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. Alors c'est pas de moi, c'est M. Rabelais. Déjà au niveau de la science, on a été sensibilisés pour se dire, bon, on va essayer de... On aura toujours un coup de retard, mais on va essayer de mettre des coups d'avance maintenant quand même. Donc on s'est conformé à plein de réglementations, des règles de l'art. On a construit des offres très techniques qui sont managées par le service technique chez nous. En termes d'organisation, après, et là, il faut être très très clair, le plus important, ce sont les hommes et les femmes qui composent nos sociétés. Déjà, première chose, on a créé une cellule de crise, c'est-à-dire que tout le CODIR, chez nous, le comité de direction, fait des trainings sur la gestion de crise.
Alors pas que de la cyber, mais plein de choses. Et donc dans le cadre de la gestion de crise, on a identifié donc un comité de pilotage et puis tous les services afférents, les services métiers, la RH pour la communication, etc., etc. Donc tout le CODIR a une organisation très spécifique cyber. Après, derrière, on a 2 grands styles de partenaires. On a des partenaires qui vont nous servir à faire évoluer nos clients internes. Donc tous les utilisateurs, on fait des campagnes de phishing, on dit tiens, attention, on fait du e-learning, on fait plein de choses. Donc ça, c'est côté humain. On fait de la communication, bien évidemment, et avec une organisation assez simple, basée sur des partenaires. Sur la technique, bah là, c'est un peu plus ardu quand même. Et en fait, avec tout ça, on a créé un écosystème. Parce que pour moi, c'est important, c'est l'écosystème, avec d'autres DSI, avec la gendarmerie, avec des gens qui viennent faire des pen tests, donc qui viennent faire du hacking en fait, avec des gens qui vont faire de l'OSINT. Alors l'OSINT, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'OSINT. C'est Open Source Intelligence. Ça nous sert à essayer d'avoir un coup d'avance sur les pratiques digitales des dirigeants. C'est-à-dire que ça me permet de voir si nos dirigeants discutent beaucoup, est-ce qu'ils ouvrent des portes sur lesquelles on pourrait faire du spear phishing. Donc on est en train de mettre, et bien sûr, une organisation avec une cellule cyber, puisqu'on a créé une cellule cyber avec un étudiant, pour l'instant, et avec 2 autres compétences à temps partagé chez nous. Donc voilà, on a une cellule infra, une cellule développement, une cellule cyber, technique. On a des partenaires techniques cyber, et on a des partenaires, et ça j'insiste vraiment beaucoup, parce que la première porte d'entrée de la cyber, ce n'est pas la technique, ce sont les femmes et les hommes. Voilà. C'est un sujet souvent important. Lorsque l'on s'organise sur des thèmes de la cybersécurité, on ne peut pas, on ne doit pas le faire seul. On le fait avec ce qu'on appelle des tiers de confiance, donc des gens à qui on peut confier ses datas et peut-être les clés de la maison, les clés informatiques, hein, j'entends bien, pour pouvoir compléter cette organisation. Et donc, Juliette Mukeli, comment vous organisez avec vos partenaires ? Alors nous, on a différents niveaux. Effectivement, comme le disait Romuald, il y a la sensibilisation et la formation des hommes et des femmes. Alors nous, on adresse beaucoup de dirigeants de PME, donc c'est aussi de les faire participer à des retours d'expérience. On est aussi dans des associations communes où il y a beaucoup de retex qui sont faits pour les sensibiliser et les faire monter en compétence sur le sujet. Après, il y a la formation effectivement de toutes les fonctions. Nous, on a notamment des RH, bien sûr, des comptables, etc., qui sont très en prise avec ces sujets-là. Donc c'est comment on forme l'ensemble de ces salariés chez nous. Donc c'est pareil, ça passe par des modules de formation alors, à la NCBS, mais aussi des choses plutôt en format atelier assez courtes. Et c'est effectivement sur la partie technique, soit d'aller sur du temps partagé, c'est-à-dire des expertises techniques qu'on peut mutualiser entre différentes entreprises, mais aussi de s'inscrire en subsidiarité de tout ce qui peut se faire sur le territoire. Alors dans le 56, que moi je viens du Morbihan, on a une cellule qui est organisée par la préfecture qui met autour de la table l'ensemble des partenaires qui peuvent œuvrer sur ce sujet-là. Et c'est bien de se dire en fait qui est compétent au bon moment, d'aller chercher les personnes qui sont les plus compétentes sur tel sujet. Donc sur le prédiagnostic, par exemple, le diagnostic à la gendarmerie qui fait déjà un travail de sensibilisation très important. Ensuite, on a des prestataires techniques de très haut niveau. Je pense à Pierre Bogenschus de Veillant qui vont intervenir eux sur d'autres sujets, notamment la gestion de crise. Et puis effectivement, on a des salariés qui toute la semaine sont en temps partagé dans des entreprises pour travailler sur la partie technique ou sur la partie gouvernance. Donc c'est à différents échelons, quoi. C'est le dirigeant, tous les salariés et puis bien sûr les temps partagés plutôt techniques chez nous. L'État, lieutenant Loharer, est obligatoirement présent auprès des opérateurs d'importance vitale. Ça, c'est la loi de programmation militaire qui le dit. Et donc, ça va concerner un certain nombre d'entreprises, d'industries en particulier. Hein. Alors, on n'a pas de liste officielle de ces OIV, mais la distribution d'eau, d'électricité, peut-être d'autres sujets font partie en fait de nos opérateurs d'importance vitale. Et ce management, vous savez, le partager avec ce type d'entreprise, mais pour les autres industries qui sont toutes concernées par la malveillance ou la criminalité cyber, comment la gendarmerie nationale s'organise dans ce management, dans cette organisation collective ? Alors, en matière de prévention, la gendarmerie a un atout quand même très important, c'est sa proximité, son maillage territorial qui lui permet d'être au plus près de beaucoup d'entreprises et ça permet de faciliter un peu les contacts et dans ce cadre, la gendarmerie est souvent sollicitée pour mener des actions de prévention auprès des entreprises
Elle se fait par le biais des cellules de prévention technique de la malveillance qui sont localisées dans les groupements de gendarmerie, donc au niveau des préfectures, où il y a un ou plusieurs personnels de la gendarmerie qui sont formés, qui sont référents sûreté, qui depuis maintenant quelques années suivent d'ailleurs un diplôme à l'ENCBS et qui leur permet de développer donc, cette compétence, notamment en matière de prévention. Ils vont être en mesure, ces référents sûreté, de faire d'abord un pré-diagnostic qui va avoir pour objet principal de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise de tous les risques auxquels auquel est exposée son entreprise, toutes les vulnérabilités qui existent, et de lui faire prendre conscience de l'enjeu qui est la cybersécurité et des conséquences que ce risque peut entraîner sur son entreprise. Il va aussi pouvoir mener des actions de prévention auprès des collaborateurs. Alors, ça va prendre un peu la forme des guides de prévention que peut offrir l'ANSSI. Mais il va pouvoir illustrer de façon très concrète les conséquences que une mauvaise hygiène informatique peut entraîner, en s'appuyant sur des cas concrets qui sont tirés des enquêtes et des procédures sur lesquelles la gendarmerie travaille. Très concrètement, vous avez vu le résultat d'attaques cyber d'industrie, ça a donné quoi? Alors très concrètement, ça donne, dans le pire des scénarios, ça donne l'ensemble des applications de l'entreprise qui sont hors service. Donc vous n'avez plus d'accès à votre messagerie, vous n'avez plus d'accès à votre comptabilité, vous n'avez plus accès à aucun des logiciels que vous utilisez. Vos systèmes sont inopérants, toutes les données paramétrées dans vos machines ne sont plus accessibles. Votre entreprise, elle est à l'arrêt complet. Parfois, il y a des sauvegardes qui avaient été faites mais qui étaient restées en réseau. Les sauvegardes sont perdues. C'est l'intégralité des données de l'entreprise qui sont perdues, parfois de façon irrémédiable. L'attaque à la mode en ce moment, M. Martin en parlait tout à l'heure, c'est les ransomware. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les auteurs d'attaques de ransomware, certains ont parfois les applicatifs de chiffrement, mais ils n'ont pas les clés de déchiffrement. Et donc, vous pouvez être attaqué, vous pouvez vous dire, tant pis, je paye. Et malgré tout, ne pas récupérer vos données, votre entreprise, a priori, elle est coulée. Et ça, c'est une vraie question que l'on peut se poser lorsqu'on subit une attaque. Je paye, j'attends, ça me coûte, je paye, ça me coûte. En fait, est-ce que vous accompagnez les entreprises dans ces périodes extrêmement critiques lorsqu'elles vous préviennent en fait qu'elles sont en situation d'attaque? Alors, je vous disais, on a un volet prévention, dont je parlais à l'instant, et on a aussi un volet investigation, donc qui est mené essentiellement par le C3N et les antennes comme celle de Rennes que je représente. On est a priori pas dans un positionnement de remédiation. Malgré tout, et bien qu'on sache que la remédiation sera toujours la priorité pour un chef d'entreprise qui se préoccupera en premier lieu de remettre son entreprise en état de fonctionnement, on vous demandera quand même malgré tout de nous prévenir, parce que nous derrière on a des investigations à mener, parce que nous notre but, alors ça ne va pas être, voilà, c'est pas notre portage, ça va pas être de remettre votre entreprise sur les rails, c'est pas notre travail à nous. Notre travail nous, ça va être d'essayer d'identifier les auteurs de ces attaques pour les arrêter. Et donc on va vous demander de nous prévenir. D'abord parce que on peut éventuellement intervenir durant même l'attaque pour vous accompagner dans la prise de contact avec les rançonneurs. Pas nécessairement pour vous dire de payer ou de négocier la rançon, parce qu'a priori on vous recommandera toujours de ne pas payer, mais les échanges que vous pouvez avoir avec l'attaquant au moment de l'attaque peuvent permettre de récupérer des données intéressantes sur lui, peuvent l'exposer, le pousser à commettre une faute, souvent involontairement, mais qui va nous faciliter nous ensuite les investigations pour retracer un peu son cheminement et peut-être l'identifier.
Ensuite, on vous demandera aussi la raison pour laquelle on a besoin d'être informé assez rapidement de l'existence de cette attaque. C'est parce que pour nous, le facteur temps est très important. Il y a des données qui peuvent être récupérées dans le temps de l'attaque ou dans un temps très proche de l'attaque. Et plus le temps passe après l'attaque, et moins nous retrouverons de traces. Et enfin, même si pour tout un tas de raisons, vous n'avez pas prévenu la gendarmerie durant l'attaque ou juste après l'attaque, mais que vous dites que vous déposerez plainte après, il est très important que vous conserviez toutes les traces de l'attaque, que vous n'effaciez rien, que vous conserviez toutes les traces pour que nous, on dispose d'un maximum d'éléments pour mener ensuite nos investigations et tenter de les identifier. Lorsqu'on fait la prévention des risques, on essaye d'analyser ce à quoi on peut s'exposer, je dirais, par rapport à une attaque cyber. Et puis lorsqu'on va sur cette prévention, on va ensuite minimiser ou atténuer les risques cyber. Pour un groupe comme le vôtre, Remald Réduite, c'est quoi un risque cyber concrètement et c'est quoi une prévention ou une atténuation de ce risque? Vaste question. Déjà, c'est quoi le risque cyber? C'est simple, vous l'avez très bien dit. On arrête la société. En plus, il faut savoir que quand vous avez une attaque ransomware, vous avez un truc un peu indélicat, ça s'appelle de l'exfiltration de données. Alors ça, j'ai dit un gros mot parce que quand on dit exfiltration, il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on vous a piqué et c'est qui vous l'a piqué, quoi. Je veux dire, donc, c'est des choses qui sont importantes à dire. Donc le risque, il est simple. Il est qu'on arrête les sociétés. En plus, chez nous, on a eu la bonne idée, enfin j'ai eu la bonne idée de connecter tous nos automates à notre SI. Donc ce qui fait qu'on pilote nous-mêmes nos automates. Donc ça veut dire vraiment que si jamais j'ai un problème, j'arrête la production directe. Donc la prévention des risques, c'est d'être conscient que déjà, première chose, nous, on a toujours un coup de retard. Même si on construit bien les choses. Chez nous, on a beaucoup investi dans la technique, en fait, on va dire, puisqu'on a fait les règles d'art, on a mis ce que tout le monde appelle un plan de continuité, donc on n'arrête jamais les usines, on a fait un plan de reprise d'activité, on l'a internalisé, externalisé, on a fait nos sauvegardes, on a externalisé nos sauvegardes, on a mis des ruptures technologiques, mais quand bien même, quoi qu'il arrive, ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire qu'on est protégé. Ça veut dire qu'on a un petit niveau d'éveil, c'est un éveil un peu élevé, et il faut conserver ce niveau d'éveil, sachant que clairement, on sera toujours attaqué. Donc, le but du jeu, c'est aussi d'aller voir ce que font les autres. Et sincèrement, mutualisons ensemble nos expériences, nos façons de faire, essayons d'aller chercher les signaux faibles. Nous, on est en contact avec la gendarmerie et les renseignements généraux parce que même si notre activité n'est pas assujettie à des contestataires style L214, si j'étais un abattoir L214, forcément ils vont venir me chercher, quoi qu'il arrive. Mais même il y a des signaux faibles à analyser et on n'est pas du tout formé pour ce genre de choses. La seule chose qu'il faut faire aussi pour atténuer les risques, effectivement, c'est de partager ensemble, de se dire, mais ça va à tout niveau. J'ai connecté telle machine. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bretagne ou dans la France qui a connecté ce même type de machine? Est-ce qu'il a fait attention à ces types d'entrées, etc. Pour qu'on puisse, au bout d'un moment, avoir une cartographie. Ce que les grands princes appellent ça des mitres. C'est donc d'avoir une cartographie de toutes les failles disponibles, de les analyser et puis après d'essayer de monter des remparts, sachant qu'on n'empêchera jamais quelqu'un de rentrer. La seule prétention qu'on peut essayer d'avoir, c'est lui faire perdre du temps, donc qu'il passe du temps. Or, le grand truc, c'est que les hackers ne sont pas des gens patients, il faut que ça aille vite. Donc quand on leur fait perdre du temps, au bout d'un moment, ils disent « je passe à autre chose ». C'est peut-être la seule ambition qu'il faut qu'on ait, et c'est ce qu'on essaye de faire chez nous. Alors ça, c'est un sujet qui revient également du côté des attaquants, les big game hunters, qui sont en fait des attaquants spécialisés, qui travaillent en groupe, qui attaquent en groupe. Et donc, ça veut dire que ce fait de mutualiser une connaissance, de mutualiser cette prévention d'une certaine manière, est-ce que c'est aussi un sujet qui intéresse une PME ? D'autant plus parce qu'en interne, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc, si on peut trouver à l'extérieur un maximum de personnes, un maximum d'expérience, nous, on est tout de suite partants et on accueille complètement ce type de solution.
Pour rebondir un petit peu sur la partie, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, bon, c'est surtout une question d'état d'esprit. Il faut toujours être ouvert à toutes les technologies qui existent. Il faut des fois aussi avoir complètement l'esprit tordu et se dire je suis en train de développer un logiciel et ah oui, alors, attendez, là si j'étais un escroc, qu'est-ce que je ferais? Comment je pourrais rentrer? Qu'est-ce que je pourrais... Il faut avoir cet esprit-là un petit peu aussi maintenant. Ça sécurise à la fois, on va dire, les risques d'intrusion dans le système, mais également d'autres types de risques auxquels on ne pense pas, de sortie de données ou de choses comme ça. Donc ça sécurise en même temps donc, l'exfiltration de données, tous ces aspects-là. Et après, en allant un petit peu plus loin, effectivement, aujourd'hui, tout est connecté. Et aujourd'hui, on part du principe que tout système connecté est susceptible d'être attaqué à un moment ou à un autre. On ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il a été attaqué. C'est possible qu'il soit dans un lieu qu'on ne maîtrise pas. Et par conséquent, nous, dans notre choix technologique aujourd'hui, c'est de cloisonner au maximum tous les services. Et donc limiter au maximum ce nouvel équipement dans sa définition et dans son besoin par rapport au système d'entreprise. Voilà. Alors si on avançait dans cette table ronde, je vous propose éventuellement de garder un message particulier que vous aimeriez communiquer. Hein. On a entendu que cette analyse de risque, cette prévention, c'est quelque chose qu'on fait de manière plus collective qu'individuelle. Y a-t-il un autre message, Juliette Mukeli? Alors nous, on est dans le début de ce projet, donc le message c'est plus on est nombreux à mutualiser, plus on sera fort ensemble, comme le disait Romuald. Donc c'est de faire en sorte que ce projet de CyberGE qu'on porte, il puisse s'aimer sur l'ensemble du territoire breton et au-delà. Moi je vous invite à regarder l'enquête auquel ont participé beaucoup de professionnels, qui est le rapport d'enquête CyberGE qui est sur notre site internet Venetis, dans lequel il y a aussi des témoignages d'experts et des retours de bonnes pratiques. Et ce travail qu'on a fait pour monter ce groupement d'employeurs sur les métiers de la cyber, il a été documenté avec un kit d'essaimage qu'on tient également à disposition de tous ceux qui souhaiteraient en France développer ce genre d'initiative. Et donc il nous faut désormais agréger autour de nous la communauté de ceux qui veulent faire ensemble, partager ces bonnes pratiques, partager des compétences pour pouvoir être plus résilients ensemble sur le territoire et pour nos entreprises. Vous l'aurez compris, hein. Ouais, mutualisons. Je pense que c'est la seule chose. Nous, on n'a pas de chance quand on est dans le privé. On n'est pas une OIV, c'est ça. Donc, on n'a pas l'ANSSI. Parce que nos OIV, ils ont l'ANSSI. Vous voyez, s'il y a une attaque, il y a l'ANSSI qui est là. Alors, l'ANSSI, ça va être un gros zinzin. Et ils vont y aller. Ils ont des belles équipes qui sont super performantes. Ils ont des gens qui font de la réponse à incident. Ils ont vraiment super structuré. Sauf que nous, non. Nous, c'est nada. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes attaqué, vous allez devoir appeler des gens qui vont vous vendre des myriades de choses, pas forcément, avec des fois un truc tout bête. C'est, il me faut 5 techniciens, mais pas pour dans 15 jours. Il me les faut dans 3 heures. Donc, si on ne mutualise pas, et je vais même aller plus loin, parce que nous, avec Juliette, alors vous l'aurez compris, on travaille avec Juliette, mais il faut même travailler entre entreprises bretonnes, sans être bretonnant. Mais se dire, voilà, tiens, est-ce que toi, dans ton équipe, tu n'as pas 3 mecs à me prêter Mais c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est une forme de pompier volontaire, parce que je vous promets que quand il y a une cyber, il y a un peu le feu. Et que vous allez devoir lutter contre un truc, c'est le temps. Donc, mutualisons, voilà. Benoît Brucker, un message à passer pour cette fin de table ronde? Donc, toujours avoir à l'esprit qu'il y a des attaquants. On ne vit pas dans un monde de bisounours, comme on dit. Donc, conserver cet esprit-là. Et effectivement, je rejoins Romuald complètement. Essayer au maximum de mutualiser, parce qu'une armée plus grande sera meilleure pour se défendre. Et donc, lieutenant Loher? Alors, si je vous dis mutualiser, vous voulez dire... ça a un goût de redite. Moi, je voudrais vraiment que vous ayez à l'esprit que c'est vraiment un risque qui ne doit pas être sous-estimé. On a déjà évoqué les conséquences que ça peut avoir. On a déjà évoqué que la question n'est pas de savoir si l'on sera attaqué, mais quand on sera attaqué. Donc, considérez que c'est un risque réel, il faut le prendre en compte. Il faut que vous ayez un administrateur
ou un responsable de la sécurité des SI qui soit quelqu'un de compétent, c'est-à-dire c'est un vrai métier. Il faut que vos collaborateurs soient sensibilisés, qui ne prennent pas ça comme un jeu, mais vraiment comme un risque grave pour leur société, mais également pour leur emploi. Et c'est vraiment quelque chose d'important de prendre ça très au sérieux et d'anticiper au maximum sur les mesures qui peuvent être prises pour pallier ces risques. Il nous reste donc maintenant quelques minutes avant de clore cette table ronde et nous avons souhaité ce temps d'échange avec vous. Si vous avez des questions, des interrogations, c'est le moment d'en profiter pour la poser à ceux qui vivent concrètement la cybersécurité du côté de cette malveillance de ces attaquants. Me lever. Il faut que je me lève. Donc bonjour, merci. Je vais me rasseoir parce que sinon, voilà, je perds le casque. Est-ce que vous pourriez redonner les détails sur l'enquête dont vous parliez pour qu'on puisse la trouver facilement? Oui, alors en fait, vous allez sur le site de Venetis, V-E-N-E. Ah bah oui, il n'y a plus le casque. Voilà, là c'est bon, vous m'entendez? C'est tout bon? Bon, super. Donc sur le site de Venetis, venetis.fr, et il y a plusieurs onglets de témoignages, vous verrez dans le blog, et à chaque fois il y a le lien vers l'enquête en dessous que vous pouvez télécharger, et dans laquelle d'ailleurs Romuald témoigne, mais aussi plusieurs membres de l'NCBS, la préfecture, la gendarmerie, et qui donne les conclusions de ce rapport d'enquête sur quel type de compétences sont mutualisables et comment on peut aller encore plus loin que des temps partagés mutualisés, mais vraiment aller sur cette idée de task force, c'est-à-dire aussi avoir un collectif indépendamment du temps partagé, de cartographie de toutes les compétences qui existent dans les entreprises. Alors c'est pas forcément une évidence que dans le privé on a une logique concurrentielle quand même, mais sur ce sujet-là, ça nous paraît indispensable. Et là on a un pool d'entreprises, d'entrepreneurs et de directeurs des services d'information, des systèmes d'information, qui sont super mobilisés aussi avec l'association ADN Ouest que vous connaissez peut-être, qui est aussi très engagée sur le sujet. Bonjour et merci beaucoup pour ce témoignage, c'est super intéressant. Moi je voulais savoir, c'est surtout, je m'intéresse aux industriels de l'agroalimentaire. Est-ce que du fait d'avoir vécu ces différentes péripéties, est-ce que ça a changé aussi votre façon de faire appel à vos fournisseurs, aussi bien vos fournisseurs automation, informatique industrielle, ou même fournisseurs de services administratifs, etc. Est-ce que maintenant vous leur mettez des prérequis obligatoires, ou alors est-ce que vous allez les auditer de façon obligatoire? Et si auquel cas, il faut peut-être que... Moi je dis ça parce que je fais partie d'une société qui est fournisseur de l'industrie agroalimentaire, donc il faut peut-être aussi qu'on change et rapidement, quoi. Alors ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Non, c'est... alors chez nous, il y avait une conscientisation par nos fournisseurs SI. Je vais distinguer SI industriel, l'automation. Dans le SI industriel, il y avait moins cette conscientisation de la cyber. Maintenant, toutes les installations industrielles, automates, new process, etc., passent par la SI, par nous. Et en fait, avec eux, on fait monter le niveau de protection. C'est-à-dire que déjà, on les avertit qu'on va avoir des pen tests. Alors, être un fournisseur d'automates et d'entendre son client qui veut dire c'est très bien, on va installer l'automate, mais je vous préviens, dans 3 semaines, on va l'attaquer. Ça les force à aller se protéger aussi, mais on le fait communément. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle une mitre, donc une surface d'attaque, qui va être faite avec tous nos prestataires. Et donc, ça va lui servir aussi à prendre conscience et on lui demande, en cas de faille, de dire, attendez, vous devez répondre à ces exigences, à ces failles connues ou non connues, etc. Donc, et on les met dans un pool. Alors bon, on a acheté un truc un peu bizarre, ça s'appelle un XR pour les puristes, je suis désolé. C'est un gros antivirus en fait. Et comme on va mettre leur serveur dedans, ils sont informés. Et tout de suite, dès qu'on voit des failles, on leur dit attention, il y a ça. Donc oui, nos fournisseurs, on veut les emmener aux bonnes pratiques cyber, en tout cas pour notre société. Je dis pas, et on est loin d'avoir le savoir universel, mais au moins on le sait ça. Par contre, on les emmène, on fait changer tous nos fournisseurs. On leur demande de bien prendre en compte l'aspect cyber.
Oui, pour compléter, parce que moi aussi je commande un petit peu de matériel et du logiciel extérieur, beaucoup même. Et dans ce contexte-là, bon, j'ai cette sensibilité-là par rapport à la sécurité. J'ai pas les moyens financiers d'imposer. Je suis un trop petit client, on va dire, sur la plupart des fournisseurs. Mais par contre, je peux choisir entre plusieurs fournisseurs. Donc, je sélectionnerai éventuellement celui qui offrira la meilleure sécurité, même s'il est plus cher. Il faut le savoir. Et moi, je voudrais compléter le propos. Alors, j'ai assez peu d'expérience client-fournisseur, mais en revanche, j'ai l'expérience comment dire, des modes d'attaque des hackers. Et là, on a constaté il y a quelques semaines là, une entreprise qui s'est fait hacker ses serveurs. On a découvert que le point d'entrée, c'était le login mot de passe d'un fournisseur qui avait pris son nom d'entreprise et le code du département. On a constaté sur une période de quelques semaines, il y avait plusieurs centaines de milliers d'accès non autorisés par plein de gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui ont tous, avec des recherches de failles, des recherches automatisées, il y avait eu plusieurs centaines de milliers d'accès non autorisés sur ce site parce que le mot de passe était faible. Donc il faut absolument imposer des règles de sécurité fortes à tous les prestataires externes qui ont accès à votre SI. J'avais une autre question, et après j'arrête. Mais est-ce que des fois, donc là, là c'est vous qui accompagnez vos fournisseurs à avoir cette démarche, donc limite vous avez une approche pédagogique, vous les acculturez sur la démarche cyber, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit aussi d'un moment dans le sens inverse? Je pense notamment aux PME qui ont pas du tout cette, en tout cas de ce que j'en vois, qui ont peu cette sensibilité cyber, et puis parce que c'est pas leur priorité, ça peut être un monde aussi totalement à part. Est-ce que des fois vous avez eu des fournisseurs qui sont arrivés avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes, et ils vous ont appris des choses pour être beaucoup plus serein par la suite et beaucoup plus capé? Ah bah oui, bien sûr. Et c'est tout l'art du fournisseur. Un fournisseur, c'est pas qu'une relation économique, hein, c'est aussi une relation d'échange et d'échange de savoir. Et oui, on a beaucoup appris de certains fournisseurs. Oui. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, une question relativement basique. Lorsque j'envoie un courriel groupé, est-ce qu'il y a une incidence sur la probabilité de phishing si je mets tout le monde en destinataire ou en copie cachée? Et si je mets en copie cachée, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Et est-ce qu'il y a donc une interaction entre tous ceux qui sont sur destinataire en copie cachée par rapport à moi, expéditeur, et donc entre eux, sachant que pour que ce ne soit pas vu comme un système d'hameçonnage ou autre, il faut qu'il y ait un destinataire. Et si le destinataire principal, c'est moi, ça induit forcément un risque supplémentaire puisque je m'envoie moi-même. Deuxième question, si vous voulez bien. On va remonter de 1 ou 2 générations en arrière. Lorsqu'il y a un espion, il y a par voie de conséquence un contre-espion. On parlait des gens, on était en physique. Aujourd'hui, on est en virtuel, puisqu'on est par l'informatique au sens le plus large du terme. Est-ce que ça signifie que lorsque vous avez affaire, soit en tant que prestataire, soit en tant qu'industriel, ou pour l'AGN, à des gens qui sont là pour vous aider à ne pas vous faire pirater, quel est le niveau de confiance, de sécurité ou à défaut de sûreté que vous leur accordez ou pour lesquels ils vous en apportent la preuve, de sorte qu'ils ne soient pas retournés par un éventuel réseau, appelons-le, de contre-espionnage, et qui viendraient vous pirater alors qu'en fait ils sont là pour ne pas vous pirater, sachant qu'à la fin, c'est simplement pour des raisons tout simplement mercantiles, puisqu'à la fin, il suffit de payer plus cher une information pour l'avoir par rapport à celui qui a payé pour ne pas la donner. Je vous remercie. Alors, sur le phishing, vaste belle question.
déjà, ça dépend du moyen que vont prendre vos hackers. Je rappelle qu'un phishing, c'est pas... Alors, déjà, qu'est-ce qu'un phishing? C'est un message dans lequel je vais vous mettre des sondes, dans lequel j'ai... Aujourd'hui, le hacker, il ne va pas rentrer dans votre système. Il va faire en sorte que vous veniez sur son système. Vous voyez la différence? Donc, en gros, il va vous demander de cliquer sur un lien. Alors, un lien, ça peut être un lien, ça peut être du blanc, ça peut être une image. Alors, donc, après que vous l'envoyez à tous vos carnets d'adresses, ils vont recevoir un message dans lequel il y aura le virus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Avant, le hacker, il rentrait chez vous. Maintenant, il va faire en sorte que vous veniez chez lui. Donc moi, si demain, je vous envoie un truc et que vous n'avez pas fait gaffe, et que par exemple, un des trucs que je pourrais vous conseiller, c'est quand vous recevez un mail, prenez de haut en bas et vous savez, vous tirez. Si vous avez une ligne blanche, vous allez la voir par défaut. Vous voyez et après, quand vous êtes sur un lien, vous mettez votre souris comme ça, vous allez avoir le lien que vous allez avoir. Donc, pour répondre très clairement à votre question qui est assez précise, votre carte d'adresse, que vous soyez caché, copie cachée, etc., nada. C'est le contenu qui va faire en sorte que vous allez aller. Et tous les gens que vous allez avoir, ils vont être infectés. Ça, c'est pour essayer de répondre à votre première question sur les méthodologies de hacker. Et la seconde question, je vous laisse répondre un peu. Bon, alors je m'y colle. Quand vous avez un partenaire, vous n'avez qu'un partenaire, bien évidemment. Et je vous parlais de la mutualisation. La mutualisation de connaissances. Bien évidemment que vous pouvez avoir un partenaire véreux. Auquel cas, vous allez faire... mais bon, il y a quand même des instituts. Si vous prenez des gens comme des majors, comme Thales, Airbus, il y a une enquête qui est faite avant, parce que vous comprenez bien qu'ils ne vont pas mettre leur nom à côté de gens qui sont des hackers. Donc vous avez le droit aussi de faire des enquêtes de notoriété de vos partenaires et de vos fournisseurs. Puis après, faites confiance à votre bon sens, quoi, en fait. Voilà. Il faut peut-être travailler quand vous faites des préconisations de conseil avec plusieurs personnes. Et encore une fois, faites-vous confiance, faites confiance à vos équipes qui des fois ont des petites choses mais qui sont très efficaces. Voilà. Bonjour. Vous avez parlé de pain test, vous n'avez pas parlé de bug bounty. Est-ce que c'est parce que c'est pas utilisé, vous aimez pas trop ça, ou je ne sais pas. La question est assez ouverte. Alors déjà, oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est le pain bounty? Alors le bug bounty, ça va être un peu la même chose que le pain test, mais en ouvert, c'est-à-dire que la société, soit sur un portail de référencement, soit sur son site, va dire pour tel type de faille, en me donnant évidemment la solution pour la résoudre, ou comment la personne a fait, je vais la fermer et sécuriser mieux ma société. Alors, donc en fait, ça c'est une des formes de pentest. Pour être franc avec vous, on appelle pentest. Alors excusez-moi, je vais faire un peu de trucs on appelle du black box, du white box. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. C'est-à-dire dans un cas, je vous donne des clés, dans un cas, je ne vous donne pas de clés. Nous, chez nous, on utilise le black box, c'est-à-dire qu'on ne donne rien, et au hacker d'attaquer. Et au départ, on a fait du white box, donc on a donné les clés, et puis au fur et à mesure, on fait comme ça. Et maintenant, on est arrivé aujourd'hui à dire, on est en black pen test, on va dire, où là, on ne donne rien, aucune information, et le gars, il tape dedans. Voilà, et je réponds à votre question. Alors pour moi, pour compléter, c'est à peu près l'inverse. On fait du white box. Notre contexte est un petit peu différent puisqu'on est un portail où on fournit de l'information à beaucoup de monde, donc on a énormément de comptes. Et typiquement, un éleveur de porc va se connecter sur notre site, il y en a 10 000. Donc là, on travaille, on fournit des comptes à notre société qui va faire les pentests et voir si à l'intérieur du système, selon différents profils, il va pouvoir accéder aux données qui ne lui le concernent pas, justement, pouvoir sortir. Bonjour. Alors, je viens de créer mon entreprise de traçabilité de produits alimentaires. Et quels conseils donnerez-vous à une jeune chef d'entreprise pour se protéger? Vous m'entendez?
D'accord. Donc je disais que je viens juste de créer mon entreprise de traçabilité alimentaire. Et quels conseils donneriez-vous à une jeune chef d'entreprise pour se protéger et pour protéger les données stratégiques? Alors, si vous avez dans votre entreprise, soit vous avez la ressource interne pour assurer la sécurité de vos systèmes, et ben, faites appel à un prestataire externe, mais ne reléguez pas ce domaine au second plan. Il faut que vous preniez quelqu'un qui soit spécifiquement en charge de la problématique de votre sécurité. Oui, bonjour, merci. Moi, je voulais savoir quelle place vous donnez à l'assurance éventuelle dans la gestion du risque cyber. Parce que vous avez parlé de tout ce qui permet d'éviter, mais dans le cas où le problème arrive, quelle place vous voyez pour l'assurance? Juste une remarque, moi aussi ça m'intéresse comme question. Donc nous, on a souscrit une assurance. Alors déjà, pour avoir une assurance cyber, c'est très rock'n'roll. Il vous pose plein de questions, il faut avoir plein de machins et trucs. Bon, nous, on a une assurance. L'assurance va couvrir deux choses. Et c'est là qu'il faut être très, très conscient des choses. Elle va vous couvrir pour la responsabilité civile et la perte d'exploitation. La responsabilité civile est hyper importante. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit de battement d'aile d'une TPE. Ça veut dire quoi? Vous vous faites hacker. Bah, comme vous faites partie d'un écosystème, les gens vont rebondir sur vos clients et vos fournisseurs. Donc là, c'est très important d'être bien assuré. Quant à la perte d'exploitation, je vais être assez clair, vous avez une société d'assurance en face, forcément, ils ne vont pas aller à la juste valeur de la perte d'exploitation. Parce que ce n'est pas leur job. Mais comprenez bien qu'il y a deux parties dans une assurance, et elles sont très importantes. Souvent, on n'en parle pas de la responsabilité civile, mais sachez que vous êtes attaqué. Vous avez une entreprise, vous avez donc des clients. Ces clients se sont fait attaquer, ils peuvent se retourner contre vous. Et auquel cas, il faut mieux là avoir l'assurance parce qu'on va arrêter très rapidement les fusions de sang. Et ça veut dire que pour toute société commerciale, mais même c'est valable pour vos fournisseurs, en général, on n'est pas seul dans l'écosystème. Donc à côté responsabilité civile, souvent on voit le côté perte d'exploitation. Ah ouais, je vais arrêter pendant 1 mois, 2 mois, X mois, donc à la hauteur du chiffre d'affaires couru par nombre de jours. Ça c'est bien. Mais sachez qu'en termes d'évasion financière, ce n'est pas la plus grosse, malheureusement. C'est la responsabilité civile. Voilà, et donc après, vous signez une assurance, et le jour où vous avez, vous déclarez. Au départ, vous essayez de régler les choses. Si ça va vite, tant mieux, sinon vous déclarez à l'assurance. Voilà. Juste pour rebondir, parce que nous, dans l'enquête qu'on a conduite auprès de 125 chefs d'entreprise, essentiellement TPME, on a questionné sur ceux qui avaient une assurance. En fait, ils étaient extrêmement peu nombreux, 95% n'ont pas d'assurance. Et ceux qui en ont une sur les cyberrisques, c'est essentiellement les ETI. Il faut savoir que les assureurs qui font partie de nos adhérents disent qu'ils relèvent énormément les critères pour souscrire à cette assurance. Donc je ne suis pas sûre, il y a une grande partie de l'écosystème qui ne peut pas y avoir accès, tout simplement parce que les critères d'entrée dans les assurances sont relevés drastiquement. Eh bien, on arrive à la fin de cette période de table ronde et donc il me reste à remercier très chaleureusement nos orateurs de cette table ronde aujourd'hui, puis à vous également de votre présence. Merci.